Alain, propos d'un Normand. Les riches pour la guerre. On accorde difficilement tous ces jugements sur la guerre avec d'autres jugements communs sur la justice. Dès que l'on expose quelque idéal économique, ou seulement quelques droits bien clairs des travailleurs, on trouve des hommes froids et fermés, obstinés à ne rien accorder et à ne rien faire, comme si leur richesse et le luxe qu'ils en tirent, et l'oisiveté et l'élégance étaient des biens absolument, sans lesquels la vie ne serait pas possible pour eux. Cette froide résolution se voit surtout chez les femmes les plus frivoles, qui s'attachent alors à leurs prérogatives comme un dogue au morceau de cuir sur lequel il a serré les dents. Les propriétaires des mines anglaises font voir une obstination du même genre, et c'est pourquoi les socialistes déclament contre l'égoïsme des classes possédantes, et renoncent tout à fait à obtenir justice par les arguments du bon sens. Ces mêmes citoyens, si bien alourdis par leurs écus, d'après ce qu'on croirait, et si fortement ancrés sur leur coffre-fort, sont tout à coup emportés par vents et marées dès que l'on parle d'une guerre possible. Les voilà soudainement transformés. Remarquez que quelques-uns ont le souvenir de la dernière guerre, des deuils, des ruines, des contributions levées par l'ennemi, des otages que l'on poussait à coups de crosse. Tous se font quelque idée des effets d'une guerre, même avec la victoire finale. Il n'est guère de puissante famille qui n'y exposerait un fils ou un gendre. Et ils doivent bien penser que cette explosion de force défensive n'irait pas sans pillage ni gaspillage, et que les plaisirs des riches seraient remplacés par de continuelles angoisses. Leur devoir serait alors indéterminé. Le chef de la famille devrait offrir sa vie. Les femmes iraient aux ambulances. Les armes nouvelles, les bombes lancées sur les villes, n'épargneraient ni les riches, ni leurs femmes, ni leurs enfants au berceau. C'est bien plus effrayant que n'importe quel impôt sur le luxe ou que n'importe quelle réduction des recettes. Tout le monde sait cela. Mais parlez-leur de ces catastrophes, de ces massacres, de ce formidable jeu où ils risquent tout autant leur vie que les pauvres, où ils sentiront plus vivement que les pauvres les privations et les fatigues, où enfin leurs richesses seront rendues communes autant qu'il faudra, car la défense commune passe avant tout. Aussitôt, ils se réveillent et s'échauffent, ils prennent goût à la vie, ils guettent les acclamations populaires, ils comptent les pulsations nationales, ils poussent enfin à la guerre. Ils insultent presque les pacifiques. C'est à peine croyable, mais c'est ainsi. Les riches adorent l'armée et la force, et pourtant, quoi de plus démocratique et égalitaire en réalité que le terrible jeu de la guerre? Et que peut un millionnaire contre un boulet de canon en marche? Preuve assez claire, il me semble, que les riches valent mieux que l'on ne dit. Preuve aussi d'un aveuglement incroyable, effet sans doute des bavardages et radotages des salons. Ils acceptent la guerre parce que cette notion est comme une monnaie de conversation, que chacun donne et reçoit sans inquiétude d'esprit. Mais les revendications des mineurs font scandale par la nécessité de penser alors quelque chose de neuf sur le travail, sur le salaire, sur la richesse. C'est toujours l'hérétique, c'est-à-dire l'inventeur d'idées, que l'on veut brûler. 12 mars 1912.